Salut à tous et bienvenue dans cette première FAQ du Jardin des Merveilles. Dans cette vidéo, comme je l'expliquais hier dans le live que j'ai fait, elle fait suite donc à ce live pour lequel d'habitude je m'organise différemment. Normalement je fais une première partie du live pour répondre à vos questions que vous m'avez posées dans les commentaires de mes vidéos, tout ça. Et ensuite je réponds aux questions des gens qui sont sur le live, sauf que là vos questions elles font à peu près 4 pages. Du coup j'ai pas voulu prendre le temps de répondre à tout ça, sinon ça aurait pris tout le live et je trouvais pas ça logique. Donc voilà, je vais peut-être commencer à fonctionner différemment maintenant et pendant le live je répondrai aux questions des gens qui sont là sur le live et puis je ferai peut-être une fois par mois une FAQ dans laquelle je répondrai donc à toutes vos questions que vous m'aurez posées voilà, sur les réseaux dans lesquels je suis. Donc c'est parti, donc ce sera une vidéo sans montage aujourd'hui, je vais faire tout ça d'une traite et répondre à vos questions comme ça directement. Au moins moi ça me prend moins de temps sur le montage, c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue donc je préfère le faire comme ça. Donc c'est parti. Première question de Sainte-Croix, ça fait un moment que tu me l'avais posé cette question, donc je la lis. Salut, une question pour un live. J'ai 1,5 hectare, je souhaite devenir pro. Ma terre n'a jamais été cultivée depuis au moins 10-15 ans. La terre est tellement tassée que je ne peux rien faire. Est-ce que je laboure toute ma surface? Est-ce que c'est une bonne idée? Je précise qu'il y a beaucoup de ronces. Alors moi je vais te répondre direct, le labour, personnellement je suis pas pour. C'est vrai que certaines personnes trouvent que c'est une bonne idée de labourer parce que ça fait un bon nettoyage dès le début et puis là on part sur une terre qui est propre. Certes, c'est vrai. Par contre, en faisant un labour, tu vas perturber tous les horizons, toute la vie qui se sera mise en place, toute la structure du sol qui aura été mise en place jusque-là, tu la perds en faisant un labour et donc je trouve ça dommage. Par contre, ce que tu peux faire, alors c'est sûr que s'il y a des ronces, peut-être passer un coup de gyrobroyeur ou quelque chose comme ça. Là, si on est sur des grandes surfaces, j'imagine que tu veux travailler avec des machines, avec un tracteur ou quelque chose. Donc peut-être gyrobroyer pour enlever les ronces. Si la terre est compactée, un bon décompactage de profondeur. Donc pour ça il y a des outils. Moi il y en a un que je connais qui s'appelle l'Actisol. C'est juste des griffes et donc ils vont vraiment rentrer en profondeur dans le sol et qui vont l'aérer, donc le décompacter sans le retourner, sans le perturber, sans détruire la vie du sol. Donc ça c'est intéressant. Et ensuite ce que tu peux faire, c'est, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est investir dans un petit peu de matière organique carbonée. Donc du broyat de bois, de la paille. Plus c'est dense, donc plus c'est du bois, mieux c'est. De la paille c'est un peu moins bien, du foin c'est encore un peu moins bien. Mais tout ça, ça reste quand même assez intéressant. Et l'idée c'est d'en ramener, je sais pas, moi c'est à l'hectare, c'est 200-300 tonnes, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment pour avoir, là c'est un peu extrême hein, comme méthode, mais c'est vraiment pour avoir un démarrage flash et une surface totale sur laquelle tu pourras directement tout travailler. Donc l'idée c'est de ramener beaucoup de cette matière organique, de laisser passer quelques semaines pour passer la fin d'azote. Il y a des moyens de passer la fin d'azote, donc je sais qu'il y a des questions en lien avec ça, donc on y reviendra plus tard. Et ensuite tu vas pouvoir commencer à cultiver là-dessus. Et selon si c'est une terre argileuse ou pas argileuse, il va falloir la travailler différemment. Mais bon, voilà, vu que je ne connais pas ton sol, je ne vais pas forcément m'étaler sur ça. Mais voilà, pour répondre juste à ta question par rapport au labour, voilà, moi perso je suis pas trop fan de labour, motoculteur, tous ces trucs qui détruisent un peu la structure du sol. Je trouve ça dommage. Si ça fait longtemps que ça n'a pas été cultivé, je trouverais ça beaucoup plus intéressant justement de profiter de cette structure qui s'est mise en place. Voilà pour Sainte-Croix. Derek Vert qui me demande, alors je vais essayer d'organiser, enfin j'ai organisé un peu les questions, donc je vais commencer par répondre à tout un tas de questions là qui ont trait à plutôt des techniques culturales. Ensuite ça sera tout un tas de questions sur les plantes. Ensuite tout un tas de questions sur tout ce qui est plutôt petites bestioles, biodiversité, sur le climat, sur le design. Et ensuite je vais finir par voilà, divers types de questions que j'ai pas pu classer comme ça. Donc question de Derek Vert qui me demande, est-il vrai que lorsque je fais mon terreau maison, à semis ou autre, je dois obligatoirement ajouter de la tourbe dans le mélange pour l'équilibrer et ramener de l'acidité? Ceci afin d'éviter la fonte des semis, champignons, bactéries. Alors non, tu n'es pas obligé de rajouter de la tourbe. La tourbe, c'est écologiquement, c'est pas intéressant. Il y a des tourbes qui viennent de tourbières exploitées de manière durable et compagnie. Je n'ai pas réussi encore à avoir d'explication sur comment on exploite durablement quelque chose qui a mis des centaines, des milliers d'années à se créer. À l'échelle humaine, je doute que ce soit possible. Peut-être qu'on va l'exploiter plus lentement pour faire durer un peu la ressource, mais une fois qu'on l'aura épuisé, on l'aura épuisé et c'est fini. Donc la tourbe, c'est vrai qu'on essaye de l'éviter. Dans les nouveaux terreaux, maintenant, ce qu'ils rajoutent, c'est de la fibre, hein, forcément, pour garder l'humidité. Donc fibre de coco et autres types de fibres, il y a pas mal de choses différentes qui sont mises là-dedans.
Donc par contre, si ta question elle se pose sur afin d'éviter la fonte des semis, la fibre n'évite pas la fonte des semis. La fonte des semis, ça vient de plusieurs micro-organismes, qu'ils soient ces champignons ou bactéries, donc il y en a plusieurs types. Une fois que ces micro-organismes ils sont présents dans ton environnement, sur ton matériel, tout ça, tu auras toujours un risque d'avoir la fonte des semis. Par contre, moi je te renvoie vers une des vidéos que j'ai fait qui s'appelle fonte des semis, quelque chose comme ça, dans laquelle je partage une préparation. Donc c'est juste, en fait le soufre détruit les champignons et ces bactéries là qui créent la fonte des semis. Donc on va juste préparer quelque chose à base de soufre. Donc ce qui contient du soufre, ça va être l'ail, le poireau, l'oignon, tous ces trucs là. Moi je fais avec de l'ail, donc tu prends 1 litre d'eau, une gousse d'ail ou enfin 2-3 gousses d'ail écrasées dans de l'eau. Moi je fais infuser. On peut faire une macération à froid, ça peut marcher aussi. Et voilà, tu mélanges ça dans de l'eau, dans un pulvérisateur, enfin tu fais infuser, tu filtres, tu laisses refroidir, tu mets ça dans un pulvérisateur et tu diffuses ça sur tes semis et tu n'auras pas de problème de fonte de semis. C'est beaucoup plus efficace que de nettoyer tout le matériel. Il y a des questions en lien avec ça, est-ce que je nettoie mes godets, tout ça? Non, moi je ne m'embête pas à nettoyer tout mon matériel, mais à chaque fois que je fais un semis, maintenant en préventif, un petit coup de pulvérisation à base d'ail et puis voilà, c'est radical, jamais de fonte de semis après ça. Juste ça sent l'ail un petit peu, mais voilà, rien de bien grave. La forêt jardin qui me demande donc, voilà on y vient, comment éviter la fin d'azote avec les paillages de foin ou de paille. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique qui est à fond là-bas. Donc comment éviter cette fin d'azote dans les paillages foin ou paille? Il y a plein de super méthodes pour éviter ça. La fin d'azote, je rappelle qu'elle est inévitable quand on rajoute beaucoup de matière carbonée et tous les micro-organismes du sol et les champignons du sol qui vont avoir besoin d'énergie, donc d'azote pour décomposer ça, vont mobiliser l'azote du sol pour mettre en place ce processus. Et pendant ce temps-là, du coup, il n'y aura pas d'azote. Donc, soit on évite dans le temps cette fin d'azote, c'est-à-dire pendant la fin d'azote, on ne cultive rien, on attend que ça se mette en place et derrière on cultive. Mais si on veut pouvoir cultiver pendant ce moment-là, soit la paille, le foin, le broyat de bois, même si c'est encore plus carboné, on peut le faire, commencer à décomposer un petit peu avant, donc on fait un tas, on laisse composter et ensuite on couvre avec. Là j'imagine que c'est pas ça ta question et toi tu veux pailler directement avec. Et bien pour combler, ça va être culture d'engrais verts de légumineuses qui vont enrichir justement en azote et qui vont mobiliser l'azote de l'air pour faire leur azote. Et ensuite ces engrais verts, quand tu vas les faucher, eux ils vont au niveau des racines dégager de l'azote et au niveau de ce que tu auras fauché que tu vas laisser sur le sol redégager de l'azote. Alors ça peut marcher, c'est assez efficace. Par contre c'est pas efficace dans le moment venu, ça veut dire que tu vas mettre ton paillage, tu vas mettre ton engrais vert, il va falloir un temps pour que ça mobilise, que ça crée de l'azote. Et quand tu vas faucher, ensuite ça va dégager de l'azote, mais ça va être un bon moment après. Et pour moi, le meilleur moyen de combler cette fin d'azote, c'est de rajouter de l'azote à ce moment-là. Et de l'azote, c'est un truc que je pratique beaucoup et que je trouve super efficace. On est tous, nous les animaux, créateurs d'azote, on en crée des litres par jour, peut-être pas des litres, mais pas loin d'un litre, voire plus par jour. C'est de l'urine, donc tu peux arroser avec de l'urine. Donc moi je récupère, donc soit tu fais pipi dans une bouteille, un arrosoir, ou alors tu as des toilettes avec séparateurs et où ça sépare les excréments des urines et où tu peux récupérer les urines. Et donc tu dilues à 10% d'urine dans de l'eau si c'est pour un arrosage sur une partie où il y a déjà des végétaux en culture, et si tu n'as pas de végétaux en culture, tu peux en mettre un peu plus, jusqu'à 20-30%, voire moi j'ai déjà vu des cultures où ils mettent du compost, un paillage de paille ou de broyat de bois et arroser sur toute la surface avec de l'urine pure. Donc là tu as un gros dégagement d'azote et ça mobilise beaucoup de bactéries qui vont commencer à décomposer tout ça, et dans les semaines qui viennent tu peux commencer à cultiver. Si tu veux cultiver beaucoup plus rapidement derrière, voilà, 10-15% d'urine, ça peut suffire. Voilà, et si tu as un élevage, l'urine des animaux, ça marche bien aussi, pour ceux qui sont un peu mal à l'aise avec le fait de récupérer notre propre urine. Mais voilà, c'est une ressource qu'on crée, nous, naturellement, je trouve ça dommage de passer à côté. Voilà pour la forêt jardin. Warren Normand qui me demande est-ce que j'utilise les mêmes godets pour tous les repiquages et tous les repiquages de semis? Oui,
Oui, il me semble que je repique moi tout dans des godets des 7-7, c'est-à-dire 7 cm de côté, carré. Par contre, ça arrive que pour certaines plantes, pour tout ce qui est cucurbitacées par exemple, qui grossissent très vite, ça arrive que rapidement je passe de ces godets-là à des godets plus gros si je dois les garder en pot. Si je peux, je les plante rapidement. Mais vu que je fais de la vente et que quand tout n'est pas vendu, ou des fois des gens préfèrent acheter des plants un peu plus gros, voilà, pour certaines plantes, et en plus, encore plus pour les vivaces, ça arrive que je passe dans des godets plus gros ensuite. Par contre, je repique toujours tout en premier dans ces petits godets là. Je ne vais jamais repiquer dans un pot trop gros, c'est comme quand tu rempotes, tu choisis toujours la taille de pot au-dessus, juste au-dessus de la taille de pot de laquelle tu sors ta plante. Ça ne sert à rien de passer d'une petite dimension à trop rapidement une grosse dimension. Tu vas perdre au final les racines, elles vont aller le plus loin possible rapidement et ensuite elles vont faire le tour à l'extérieur du pot. Il y aura toujours une partie de terre qui sera moins bien exploitée par les racines. Donc voilà, toujours le format de pot juste au-dessus, et quand tu repiques d'abord dans le petit format et petit à petit tu grossis. Voilà. Ben Permaculteur qui me demande: salut, concernant les engrais verts, je voudrais planter des engrais verts de moutarde qui n'a pas du tout gelé cet hiver. Elle fait 1,40 m, donc tu déjà semé ta moutarde, elle fait 1,40 m de haut, et en même temps je voudrais attendre un peu pour en récupérer les semences. Les siliques se forment à peine, je voudrais planter début mai dedans. Est-ce que tu as une idée du temps à attendre pour que les graines soient viables? Je vais faucher et coucher sur place ensuite. Est-ce bon pour les tomates, courgettes? Est-ce qu'il faut attendre un peu avant de faucher? Alors, beaucoup de questions, je vais essayer de faire dans l'ordre. Donc déjà, si tu veux récupérer les semences, moi ce que je fais, c'est je fauche pas tout, je fauche juste l'endroit où j'ai besoin de planter. Si je veux planter des tomates, je vais faucher sur un petit diamètre comme ça et je vais mettre mon petit pied de tomate au milieu, et ce qui permet de garder des plantes encore sur pied autour. Et c'est sur celle-là comme ça que tu pourras récupérer tes semences et tu peux les laisser aller à terme. Tu vas juste enlever ce qui gêne tes petites plantes et enfin tes jeunes plants que tu vas mettre en place, et puis comme ça voilà, tu peux les garder pour qu'elles produisent tes graines. Ensuite, est-ce que tu les couches sur place? Oui, c'est bon pour les tomates courgettes. Alors en plus, si c'est de la moutarde, tout ce qui est cette famille, les crucifères, ça va mobiliser beaucoup de phosphore, potasse, qui est intéressant pour la floraison, fructification. Donc pour ces plantes-là, c'est intéressant. Ça va en plus amener de l'azote au début, donc pour moi c'est génial, pas de souci avec ça. Un peu moins d'azote que des légumineuses, mais si tu as un sol qui est riche, c'est pas un souci. Et est-ce qu'il faut attendre un petit peu avant de planter une fois fauché? Non, tu peux faucher, hop, tu laisses en surface comme ça, tu n'es pas obligé de broyer. Moi juste je coupe à la base, je laisse en surface. Plus c'est broyé, plus ça va se décomposer vite, et donc plus rapidement ça va apporter des choses au sol. Ça c'est l'avantage, et l'inconvénient c'est que plus rapidement ça va se décomposer et plus rapidement tu auras plus de couverture, il faudra rajouter autre chose derrière. Si tu laisses tes plantes entières, ça va être un peu plus long à se décomposer, ça va couvrir ton sol plus longtemps. Ça va faire un dégagement plus lent aussi. Si on reste un peu sur le processus que les crucifères apporte plus de phosphore, potasse, c'est intéressant plus pour la floraison, fructification. Du coup c'est plus intéressant que ce soit apporté plus tardivement. Donc plus c'est long à se décomposer, plus ça va être intéressant au final dans ce cas là. Et est-ce qu'il faut juste pailler ou enfouir un peu? Moi je laisse toujours tout en surface, comme ça se passe dans la nature. Tu vois, les feuilles mortes là, elles tombent, elles restent en surface. Voilà, je m'embête jamais à enfouir dans le sol. Je trouve ça même limite dommage de perturber le sol pour enfouir des plantes fraîches sous sol. Dans certains cas c'est pratiqué justement avec les crucifères, mais voilà, je trouve pas que c'est un processus intéressant. Vu que c'est riche en soufre, en fait ça va détruire un peu les champignons pathogènes du sol. Le souci c'est que ça ne détruit pas que les pathogènes, ça détruit tous les champignons. Le soufre détruit les champignons du sol, donc autant le laisser juste en surface, je trouve ça plus intéressant. Voilà pour Ben Permaculteur. Jonathan qui me demande: est-ce que je porte une grande importance à l'association de légumes? Oui. Si oui, plutôt au niveau maladie ou plus pour le rendement? Et quels sont tes amendements organiques azotés? As-tu déjà pratiqué la culture en bac potager? Alors je vais rester sur les premières questions. Pas forcément niveau maladie, c'est pas de cette façon-là que je réfléchis. Je sais que mettre beaucoup de biodiversité, c'est forcément intéressant, pas forcément pour les maladies, sûrement un petit peu aussi, mais plus au niveau des ravageurs, des insectes. Plus il y a de diversité, plus il y a d'équilibre, c'est intéressant. Mais par contre au niveau rendement, oui, l'idée c'est d'associer les plantes, et c'est vraiment une thématique sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment.
Souvent les gens pensent que c'est ça le plus important, c'est ce qu'on appelle l'allélopathie, ce que les plantes vont dégager par leurs racines et qui vont gêner d'autres plantes, empêcher des graines de germer, et puis on a peur de faire des mauvaises associations parce qu'en mettant quelque chose, ça va par les racines ou parce que ça dégage, j'en sais rien, par tout ça, ça va empêcher d'autres plantes de pousser. C'est assez rare au final cette façon de faire là, et par la pratique on le découvrira bien assez tôt. Mais moi je vais plutôt fonctionner au niveau de la place que va prendre la plante. Un pied de tomate, ça va être, si on le fait sur tuteur, ça va prendre une place verticale. Une courge, ça va plutôt ramper au sol. Une grimpante, elle a besoin d'un support pour grimper. Et du coup on va essayer de se dire, ok, quelle place, quel horizon au niveau aérien, enfin quelle place en tout cas va prendre la plante, et comment on va faire ce tableau, ces associations au final, pour que les plantes ne se gênent pas. Une plante qui fait verticale et une grimpante, ça va très bien ensemble. La grimpante, elle peut monter sur la plante verticale. Une plante grimpante, elle ne va jamais être gênée par une plante qui est verticale, puisque dans son milieu naturel, elle a besoin justement, c'est là-dessus qu'elle grimpe. Donc elle est faite pour pousser comme ça. Mettre de la vigne avec des arbres, la vigne dans son milieu naturel, elle grimpe sur des arbres, donc elle n'est jamais gênée par l'arbre. Si on a un arbre et qu'on veut faire un artichaut, qu'on veut faire une rhubarbe, ça ne prend pas du tout le même espace, donc ça peut aller ensemble, ça ne se gêne pas. Il va juste falloir penser au niveau de l'espacement, au niveau de la place qu'on leur donne, qu'elle se laisse plus ou moins de la lumière. Donc si on met un arbre au pied, plutôt côté sud, on va pouvoir mettre des plantes un peu plus basses. Sur le côté, on va pouvoir mettre des plantes grimpantes qui vont grimper dans l'arbre. Et comme ça, on va s'amuser à dresser un tableau dans lequel chaque espace sera occupé. Si entre vos pieds de tomates, entre vos courgettes et tout ça, vous voyez qu'il y a un petit peu d'espace libre, eh bien vous allez pouvoir y mettre des salades, des trucs comme ça. Donc l'idée, ça va être d'occuper tous les espaces. Et comme ça, vous allez potentialiser vos rendements. Vous allez augmenter vos rendements en occupant chaque espace, chaque place dans l'espace, je ne sais pas comment tourner la phrase, et dans le temps aussi. Dès que vous avez une plante qui est en fin de culture et qui laisse un espace libre, de suite vous allez pouvoir mettre quelque chose dans cet espace. Et si vous n'avez rien à y mettre, semez-y de l'engrais vert ou n'importe quelle plante couvre-sol pour occuper cet espace. Et sinon la deuxième solution, c'est sur cet espace là d'y mettre un paillage pour jamais laisser un sol à nu quelque part. Et voilà, l'idée c'est de vraiment occuper tous les espaces. Moi le paillage c'est vraiment un deuxième recours, l'idée c'est de végétaliser. Il faut qu'il y ait des végétaux partout, c'est meilleur pour la structure du sol et pour l'occupation, la protection du sol. Voilà, là je répondais à qui? À Jonathan. En plus il me demande donc quels sont tes amendements organiques azotés. Tout ce qui apporte de l'azote pour moi c'est tous les végétaux frais que je vais apporter. Là en cette saison là c'est de la tonte de gazon, là on tombe beaucoup, là tous les espaces qui sont enherbés avant que l'herbe soit trop haute et qu'on puisse plus la tondre, on tombe de partout, et avec cette herbe on couvre certains espaces. Toutes les zones dans lesquelles on va planter plus tard, qu'on veut pas que ça s'enherbe trop, on couvre. Toutes les zones sur lesquelles je sais que je vais plus tard avoir des zones de culture mais qui pour l'instant sont des zones un peu de broussailles ou juste d'herbe, je couvre et j'y mets une bonne épaisseur d'herbe. Ça va finir par étouffer, ça étouffe un petit peu, c'est pas forcément toujours intéressant. Selon certaines personnes, si on met un gros tas d'herbe ou si on en met trop, ça va s'étouffer et ça va mal fermenter à l'intérieur, ça va pas être intéressant. Mais moi justement j'essaye d'utiliser ce fonctionnement là, ce processus là, en me disant ok, peut-être que l'apport que ça va faire, cette herbe là elle va se tasser, cette tonte de gazon bien grasse là, ça va se tasser, ça va mal fermenter à l'intérieur, mais par contre ça va vraiment étouffer ce qui est en dessous. Et ensuite il suffira juste d'écarter ce paillage là pour avoir une zone qui a été couverte dessous, enfin du coup les herbes se seront étouffées d'elles-mêmes. Donc voilà, c'est ça que je fais. Et sinon, tout le long de la saison, c'est chaque fois que j'ai une culture qui est en fin, voilà, mes maïs je les ai récoltés, je les apporte au sol. Une tomate sur laquelle il n'y a plus de production, je la coupe à la base et je la laisse directement sur le sol. Et à force d'apporter tous ces végétaux là sur le sol, ça enrichit en azote. Et ta question c'était vraiment que sur l'azote. Moi je fonctionne rarement que sur l'azote parce qu'au final les végétaux n'ont pas besoin que d'azote. Il n'y a pas besoin de tant d'azote que ça. Si on en met trop, les nitrates vont finir par être remplacés par des nitrites et c'est pas bon pour les végétaux. Mettre trop de compost, trop d'azote, c'est pas bon pour les végétaux. Ça fait des végétaux qui poussent bien, qui sont bien verts, bien foncé, ce qui n'est pas toujours très bon signe, et nutritivement pour les productions qui vont sortir de là, c'est pas forcément bon. Donc moi je vise pas mes apports, mes amendements en tout cas que sur l'azote, plus sur la diversité de végétaux, en me disant que ça apporte de l'azote mais aussi tout ce qui va avec, quoi.
Et est-ce que j'ai cultivé la culture en bac potager? Sur certaines zones, pour certaines productions, pour un côté pratique, des fois esthétique, pour le jardin des enfants ou chaque enfant avec son bac, oui. Mais après, moi, pour la culture, en place sur mes planches régulières, je ne fais pas en bac. Je trouve que le fait de faire des zones de culture dans des bacs surélevés, alors si ce que tu appelles des bacs, c'est vraiment des planches comme ça surélevées avec tes cultures au-dessus. Pour moi, c'est un frein à biodiversité. Par exemple, une limace, elle va pouvoir monter tranquillement. Par contre, les carabes, ces petits scarabées qui sont les prédateurs des limaces, ils vont pas grimper à la planche pour aller manger les limaces qui est en haut et du coup, tu vas peut-être avoir un problème de limaces. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour moi, voilà, mettre un bac surélevé, tu vas séparer ta zone de culture du sol. Et du coup tu vas séparer de la biodiversité qui rampe sur le sol et qui ne monte pas forcément dans les bacs. Donc je le pratique beaucoup moins maintenant, la culture en bac. Voilà. Alors une question de Meldu Danbudi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui me demande: est-ce que tu peux nous parler de la gestion des cultures sous serre froide, les rotations, la gestion de l'eau, qu'est-ce que tu gardes en semis et qu'est-ce que tu cultives dedans? Alors je ne comprends pas tout sur qu'est-ce que je garde en semis, mais voilà, au niveau des rotations et compagnie, c'est exactement pareil que l'extérieur, mais plus tôt. Vu qu'il fait plus chaud dans la serre, si on fait les tomates en extérieur au mois de mai, on va faire les tomates dans la serre au mois d'avril. Donc on va décaler de, je sais pas, plus ou moins un mois, hein, ça dépend vraiment du temps. Donc c'est les mêmes rotations au final, mais décaler un petit peu plus tôt. Par contre, ce qui est vraiment important, et c'est plutôt sur cette partie-là, tu me diras si tu as d'autres questions, hein, par rapport à la gestion des cultures sous serre, mais c'est plus sur la gestion de l'eau que c'est pas évident. Puisque dans une serre, forcément, il ne pleut pas comme à l'extérieur, et quand il pleut, surtout, il ne pleut jamais dans la serre. Et moi, j'essaie vraiment d'avoir un microclimat différent. Je ne suis pas forcément fan de... En fait, une serre, c'est comment dire, ça recrée un climat qui n'est pas naturel, c'est vraiment un truc, ça étouffe, l'air circule moins bien et tout ça, c'est un peu plus humide et tout ça, mais j'essaye quand même de rentabiliser ce côté-là pour faire plutôt des cultures de plantes un peu tropicales, équatoriales. Pas compliqué, enfin tout ce qui est aubergines, poivrons, les cucurbitacées et compagnie, c'est pas forcément des plantes originaires de nos climats, c'est des plantes qui sont originaires plutôt de climats de zones tropicales, équatoriales. Donc on va favoriser ces plantes-là et essayer de faire en sorte que ce soit tout le temps humide. Donc moi maintenant, ce que je suis en train de mettre en place dans la serre, mais c'est un peu nouveau tout ça, j'ai pas beaucoup moi de recul sur la culture sous serre, plus sur la culture en extérieur. Donc ça, on y viendra, je ferai des vidéos là-dessus. Mais voilà, en gros, j'essaye d'avoir des espèces de rigoles au niveau du sol où je fais couler l'eau dedans. Donc quand j'arrose, c'est plutôt j'inonde le sol et ça coule. Donc j'ai de la chance d'avoir un sol qui est un peu en pente. Et donc il y a des rigoles qui coulent de chaque côté de la serre, qui descendent. Et avec des rigoles qui sont en travers, qui ne sont pas forcément alimentées quand l'eau descend. J'espère que vous allez me suivre là dans l'explication. Et en gros, c'est un peu comme ces systèmes qui font un peu dans les déserts en Afrique du Nord et tout ça. Donc quand j'ai besoin moi d'irriguer une zone dans la serre, je mets juste une pierre qui va bloquer l'eau qui s'écoule verticalement et du coup l'eau qui ne peut plus descendre va venir irriguer en travers les zones que j'ai besoin d'inonder. Et comme ça, grâce à ça, je peux inonder des zones dans ma serre. Et ensuite, quand j'ai des semis à faire, j'ai un point d'eau qui est au milieu de la serre et dans lequel je remplis des arrosoirs pour après ensuite aller irriguer mes semis. Une fois que les semis ont bien germé, sont bien enracinés, j'ai plus besoin de faire ces petits arrosages de surface et l'inondation par cette eau qui s'écoule va humidifier le sol en profondeur et c'est grâce à ça que j'ai des plantes qui sont bien enracinées et qu'il n'y a pas besoin d'arroser trop souvent non plus. Voilà, après pour tout ce qui est culture sous serre, je ne vais pas trop m'étaler sur ces questions là parce que j'ai pas une énorme expérience de la culture sous serre finalement. Voilà, alors, on va passer maintenant à toute la partie des questions sur les plantes. Donc Genbo ou Genbo qui me demande: comment fait-on quand on a semé des kiwis et des fruits de la passion pour reconnaître les plantes mâles et femelles? Alors, je ne sais pas s'il y a une façon, peut-être, mais moi je ne la connais pas, de reconnaître des plants mâles et femelles avant la floraison. Et à partir de la floraison, tu verras bien si tu as des plants mâles et femelles. Donc là, je te parle surtout des kiwis. Donc pour les kiwis, je sais qu'il y a besoin de plants mâles et femelles. Ça, tu verras à la floraison, hein, s'il y a des étamines, c'est des plants mâles. Et s'il y a un pistil et que ça crée un fruit, c'est un plant femelle. Avant, je ne suis pas sûr qu'il y ait de méthode pour savoir. Pour les fruits de la passion, il me semble pas, je ne suis pas certain à 100%, mais il me semble pas qu'il y ait des plants mâles et femelles. Par contre, il faut qu'il y ait deux plants pour pouvoir avoir des fruits. Ça veut dire que
les deux plants vont donner des fruits, mais il faut qu'il y ait une pollinisation croisée pour que ça puisse donner des fruits. Voilà. Par contre, ce n'est pas des plants mâles et femelles, il me semble. Amandine qui me demande, est-ce que le nashi peut être pollinisé par un poirier européen? Oui, complètement. Le nashi, c'est une poire. Contrairement à ce que souvent on croit, c'est pas un croisement entre la poire et la pomme. C'est une poire qui a souvent une forme de pomme, enfin qui est souvent ronde, avec un fruit, un goût qui est un peu entre les deux. Mais le nashi reste une poire et donc ça peut être pollinisé par tout type de poire, il me semble. Je suis pas certain à 100%, mais il me semble bien que ça peut être pollinisé par tout type de poire. Jérémy qui me demande, lors de ta dernière vidéo tour du jardin, tu évoques la suppression des fleurs sur les jeunes arbres. Est-ce que je peux dire plus? Est-ce que tous les fruitiers sont concernés? On supprime à quel niveau? À quel moment? Toutes les fleurs? J'ai planté un scion de poirier William cet hiver et il est en train de faire pas mal de fleurs. Donc moi, pourquoi je supprime les fleurs? Alors en fait, je ne vais pas vraiment supprimer les fleurs puisque les fleurs, quand même, c'est intéressant pour la pollinisation. Mais en gros, je t'explique pourquoi je le fais. C'est si c'est un scion que tu viens de planter, ça sera le même cas. Quand c'est une greffe, du coup, ça veut dire que ton jaune scion, le greffon est issu d'un arbre qui est très très vieux, qui fleurit qui fructifie déjà. Et ça veut dire que ton scion, c'est pas encore un arbre, mais la tige là vient d'un arbre qui produit déjà des fruits. C'est pour ça que ça fleurit déjà. Normalement, un jeune arbre, quand tu le sèmes, il va faire ses premiers fruits, à partir de 5, 7, 8, 10 ans. Des fois plus pour certains arbres. Et en gros, une fois qu'il va faire des fruits, il aura une structure qui sera prête à porter ses fruits. Là, ton jaune scion, moi ce qui m'est arrivé sur certains arbres, c'est j'ai laissé faire des fruits. Mon jaune scion, au lieu de pousser verticalement et de faire après ses charpentières et de se former, c'était un pommier. Les 2-3 pommes qu'il y a eu dessus, ça a pris la tige comme ça et du coup j'ai eu un arbre qui était complètement difforme. C'est pour ça que les premières années, je ne laisse pas faire de fruits. J'attends que l'arbre ait une structure assez forte pour pouvoir tenir les fruits. Par contre, c'est vrai que pendant que l'arbre est en floraison, tu vois qu'il y a plein d'abeilles, ça pollinise et les abeilles viennent récolter du nectar, du pollen. Donc je laisse quand même les fleurs. Par contre, à partir du moment où les fleurs sont fanées et avant que les fruits commencent à se former, pour que l'arbre ne se fatigue pas non plus trop à faire des fruits alors qu'on va les enlever, dès que les fleurs sont fanées et que c'est fini, voilà, tu peux supprimer toutes ces fleurs fanées, tous ces débuts de fruits. Et comme ça, l'arbre va se concentrer plutôt pour son enracinement, parce que c'est un jeune arbre qui a été planté il n'y a pas longtemps, et pour faire ses charpentes, pour faire ses branches. Voilà, selon la rapidité à laquelle ça pousse, je pense qu'au bout de 2-3 ans, tu peux commencer à laisser déjà quelques fruits sur ton arbre. Et puis tu vois, de toute façon, au fur et à mesure, si tu vois que ton arbre il commence à faire sous le poids des fruits, supprime-en quelques-uns pour ne pas déformer complètement ton arbre. Voilà, il y avait une autre question qui ressemblait à ça. Le potager de la noise ou de la noise, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. J'ai planté un abricotier cet hiver qui doit avoir 2 ans max, il a déjà ses premiers fruits, est-ce que je dois les enlever pour ne pas qu'il se fatigue? Ben voilà, ben écoute, c'est un peu, voilà, c'est exactement la même chose en fait, j'aurais dû la lire avant. Ben voilà, tu regardes par rapport à la taille de l'arbre, est-ce que tu penses qu'il est assez gros pour supporter le poids des fruits? Les abricots c'est pas aussi gros, on peut rapidement, un peu plus rapidement que sur du pommier par exemple, en laisser quelques-uns. Et puis voilà, parce qu'après je sais qu'il y a souvent cette impatience on voit que ça fait des fleurs, on voit que ça fait des fruits, on est trop content dès la première, deuxième année de déjà goûter les fruits, mais si on veut que l'arbre il ait une belle forme et qu'il soit du coup plus durable, c'est bien de ne pas trop le surcharger au départ. Voilà, CA Illustre, alors je sais que tu le sais, je suis très nul en prénom, du coup je ne me rappelle pas de ton prénom et je ne sais pas comment on prononce CA Illustre, donc bon voilà, tu m'excuseras, j'espère. Bonjour Rémi, pourquoi mon mûrier noir a-t-il si mauvaise mine? Alors il n'y a pas la photo là, mais m'a envoyé une photo. Normalement il ne craint pas le sol calcaire, et encore une question, est-ce qu'il y a des plantes qui aident celles qui ont besoin de plus d'acidité à pousser sur un sol plutôt calcaire? Donc la photo que tu m'as envoyée, on voit un feuillage effectivement qui est un peu jaune, qui a l'air d'avoir un petit peu souffert. Juste je me demande, je ne sais pas si c'est un mûrier que je t'avais fait passer moi ici, parce que j'en ai, mais vu le feuillage qu'il a déjà sur lui, je pense pas, parce que moi je les ai, il n'y a pas encore les feuilles. Il y a un truc qui m'étonne sur la photo, c'est qu'il ait déjà autant de feuilles.
Normalement en cette saison ils commencent tout juste à mettre leurs feuilles. Du coup il faudrait que je te pose peut-être plus de questions, mais si il a gardé toutes ses feuilles pendant l'hiver, c'est qu'il y a un souci. S'il a mis ses feuilles très tôt, c'est qu'il y a un souci. Normalement il perd ses feuilles l'hiver et là il est en train de mettre les nouvelles. Si elles sont pas jolies les feuilles, c'est juste qu'elles ont dû prendre une gelée dans ces derniers jours. Mais voilà, tout ça moi ça me fait venir plutôt d'autres questions sur pourquoi il a encore ses feuilles ou pourquoi il a déjà ses feuilles, et ça peut venir d'un problème de racine où il sent qu'il est malade et du coup il a mis ses feuilles très vite, ou alors c'est un arbre que tu as en pot et que tu as gardé peut-être trop chaud pendant l'hiver et du coup il n'a pas perdu ses feuilles et donc il s'est fatigué avec son feuillage pendant tout l'hiver et là il en souffre, alors qu'il devrait être sur une période où il a dormi pendant tout l'hiver et là il est en train de remettre un nouveau feuillage. Donc voilà, il faudrait peut-être que je vois directement avec toi ou on s'appelle quand tu veux et on verra pourquoi il en est à ce stade-là maintenant. Après, est-ce que ça vient d'un problème d'acidité du sol? Je ne sais pas à quel point ton sol est calcaire et peut-être que ton sol sera trop calcaire pour le mûrier, j'en sais rien. Par contre, est-ce qu'il y a des plantes qui aident celles qui en ont besoin à supporter qui ont besoin de plus d'acidité à pousser dans un sol plutôt calcaire? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. On entend souvent dire que si tu pailles avec quelque chose d'acide, si tu pailles avec du résineux, ça va apporter un peu d'acide. Je ne suis pas certain que ça en apporte tant que ça va en apporter un petit peu en surface, mais c'est pas durable et de toute façon, n'importe quoi que tu amènes comme matière organique, en se décomposant, ça va acidifier un petit peu ton sol. La matière organique en se décomposant acidifie toujours un petit peu le sol. C'est pour ça que les sols où il y a le plus de végétaux qui poussent, c'est des sols toujours un petit peu acides. Par contre, je ne pense pas que ce soit possible et je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'acidifier un petit peu ton sol, à savoir que si ton sol est calcaire, à quel point j'en sais rien, mais si ton sol est calcaire, ça vient du fait que tu es sur une roche-mère qui est calcaire. Donc si tu veux y mettre des plantes à enracinement profond, la plupart des plantes vivaces et des arbres et tout ça, et donc par exemple pour ton mûrier, mais pour tous les arbres, si tu as un sol qui ne supporte pas le sol calcaire, tu vas acidifier un petit peu ton sol en surface, ton arbre va bien pousser pendant quelques années et les racines vont descendre petit à petit, et quand les racines vont aller plus profond que la partie que tu auras acidifiée, et de toute façon quand les racines vont atteindre la roche-mère, elles vont tomber sur un sol calcaire et s'ils ne supportent pas le sol calcaire, ton arbre va finir par mourir. Ce qui est assez difficile, ça m'est déjà arrivé sur certains arbres qui ne supportaient pas la roche-mère que j'avais mais qui ont bien tenu pendant que les racines étaient dans le sol. Donc pendant plusieurs années tu t'y attaches à ton arbre, tu es contente parce que ça marche bien, et puis le jour où ton arbre crève parce que le sous-sol ne lui convient pas, ça fait un peu mal au cœur. Donc pour moi, toujours pareil, le même principe est s'adapter à son sol plutôt que de chercher à changer le sol, parce que tu ne pourras jamais changer la roche-mère. Tu vas changer la surface, peut-être jusqu'à une certaine profondeur, mais tu ne changeras pas la roche-mère. Donc ça, il n'y a pas grand-chose qui peut le changer. Par contre, ce n'est pas les plantes qui vont aider, c'est tout ce qui est mycorhisation. C'est un truc sur lequel on travaille de plus en plus aujourd'hui. Les champignons, les mycorhizes en gros c'est une association entre les champignons et les végétaux et les plantes et les racines des plantes. Donc les filaments du champignon vont se mettre autour des racines et vont permettre à certains arbres, certaines plantes de s'adapter à des sols auxquels ils ne seraient pas adaptés naturellement. Et donc en faisant ça, là on va pouvoir adapter des choses. Je ne sais pas aujourd'hui comment on peut travailler de cette façon, comment on peut trouver les bons champignons, les bonnes mycorhizes. On va peut-être pouvoir un de ces jours trouver des arbres mycorhizés avec certains types de champignons pour les adapter à différents types de sols. Ça se fait aujourd'hui, ce qu'on trouve c'est des champignons qui sont mycorhizés avec de la truffe par exemple, pour produire de la truffe, mais peut-être qu'un jour on trouvera sur le marché des arbres qui sont mycorhizés pas avec des champignons qu'on peut récolter intéressants pour nous, mais avec des champignons qui vont permettre aux arbres de se protéger de différents types de sols. Donc voilà, pour l'instant c'est en cours, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Voilà. Robin, guide de pêche, qui me demande, question sur la greffe. Concernant les pommiers, si je greffe un greffon provenant d'un franc sur un porte-greffe issu de semis aussi, est-ce que cela accélère la mise à fruit de l'arbre final? Donc, j'espère, je pense de la façon dont la question est posée que tu as compris que un greffon issu de franc et semis c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un franc, c'est un arbre issu de semis. Donc en gros tu me demandes si tu greffes un greffon issu d'un franc sur un porte-greffe aussi franc, est-ce que tu vas accélérer la mise à fruit de l'arbre final? Donc si c'est bien ça ta question, je pense que tu vas pouvoir gagner quelques années. L'idée c'est alors
je simplifie pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. Et puis même pour moi, je me simplifie le truc. En gros, tu vas semer un jeune pommier, donc il va germer, donc tu auras un pommier qui a une jeune tige comme ça. Ben, tu vas pouvoir prendre cette jeune tige qui a 1 an et le greffer par exemple en couronne sur un pommier qui a plusieurs années, voire qui est déjà à mise à fruit en fait, qui est déjà très vigoureux. Donc tu vas couper ce vieux pommier et tu vas greffer ça en couronne. En l'espace de 2-3 ans, cette tige là aura déjà redonné un arbre. Donc tu vas accélérer quand même un petit peu la structuration de l'arbre. Tu vas gagner, je pense, quelques années. Ton pommier, au lieu de faire des pommes au bout de 7-8 ans, il va peut-être te faire des pommes au bout de 4-5 ans. Tu vas accélérer un petit peu quand même. Je pense que tu peux aussi gagner en greffant sur un porte-greffe type EM9 ou M27, des trucs très nanifiables mais qui accélèrent la mise à fruit. Tu vas pouvoir peut-être gagner 2-3 ans aussi. Je pense qu'on peut jouer un petit peu avec ça. Voilà. Ou bien est-ce que d'autres porte-greffes spécifiques apportent seulement ce bénéfice? Donc voilà, d'autres porte-greffes on pourra le faire aussi, mais voilà, greffer sur un vieil arbre. Alors du coup ça peut être un vieil arbre franc, hein, donc un pommier sauvage, ou un vieil arbre greffé sur tout et n'importe quoi. Si tu as un vieux système racinaire qui est déjà très vigoureux, tu vas accélérer un peu donc la structuration de ton arbre. Voilà, le marchombre qui me demande: concernant la taille de formation des arbres, quand on coupe le sillon à la hauteur d'où on veut que les charpentières partent, je me demandais si cette hauteur, donc sol charpentière, s'allongeait avec le temps. Alors c'est une question intéressante parce que beaucoup de gens ne savent pas, ne comprennent pas, n'imaginent pas de quelle façon pousse un arbre. Et puis moi j'ai beaucoup aimé, il y a Francis Allais, un gars que j'aime beaucoup, qui est un grand connaisseur des arbres et qui un jour racontait cette histoire, qu'il avait halluciné un peu sur une question qu'il avait trouvée vraiment bête, mais en fait bon, pour moi il n'y a pas de question bête. Enfin, c'était pas une question, c'était un commentaire d'une personne. Donc lui il a beaucoup étudié sur les arbres un peu tropicaux qui ont des croissances très rapides, et en gros il y avait 2 arbres qui poussaient tropicaux, donc à croissance rapide, sur lesquels il avait tendu un fil à linge et il avait tendu son linge, et un gars qui lui avait dit: fais attention parce qu'ici les arbres ils poussent tellement vite qu'il va arriver un moment où ton fil il sera haut, tu ne pourras plus récupérer ton linge. Je pense que c'est à peu près ça, en tout cas c'est comme ça que j'ai mémorisé l'histoire. Non, les arbres poussent par la pointe, c'est le bourgeon terminal, c'est le bout des branches qui va pousser, mais un tronc ne monte pas. Le tronc il grossit en diamètre, les branches poussent par l'extrémité, mais si tu coupes un arbre, si tu coupes ton sillon à une certaine hauteur, que tu fais tes charpentières elles vont rester là à vie, ça ne va jamais monter. Ton arbre va grossir, tes charpentières vont grossir, mais jamais ton tronc va s'élever, jamais tes charpentières vont changer de hauteur. Voilà, c'est pas de cette façon là que ça pousse. La Casa del Perma, salut Toto. Alors toi ta question c'est, j'ai une question sur est-ce que pour toi les noyers pourraient être associés en haies pour constituer des haies d'une forêt fruitière? Si oui, avec quoi les associer? Arbustes fruitiers de préférence, car on dit souvent que rien ne pousse autour de celui-ci. Et si tu pouvais donner les distances auxquelles tu les espacerais? Alors je ne vais pas pouvoir répondre, je vais répondre ça dépend à la fin là. Mais est-ce qu'on peut associer des haies des noyers en haies fruitières? Oui, bien sûr. L'histoire de la juglone que dégagent les noyers et qui empêcherait des graines de germer, c'est quelque chose qui est, alors c'est scientifiquement prouvé, c'est reconnu, oui la juglone empêche les arbres, les graines de germer, mais en laboratoire, on prend la juglone, on isole la juglone et on met ça sur une graine, ça ne germe pas. Si vous plantez peut-être des noyers partout, peut-être que là au milieu, certaines graines ne germeront pas, ce qui n'a rien à voir avec le fait de planter quelque chose, c'est pas une graine, c'est une plante, donc la juglone empêche les graines de germer mais n'empêche pas une plante de pousser. Donc on pourra quand même planter au pied des noyers, et là on ne parle pas d'une grosse densité de noyers, on parle de est-ce qu'on peut associer un noyer avec d'autres choses. Si vous avez la chance par chez vous, je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai fait ça, sur les symbioses, en forêt fruitière, les guildes de forêt fruitière, et où j'ai mis quelques photos de noyers. Si donc vous avez la chance par chez vous d'avoir des noyers qui poussent en zone sauvage, en milieu naturel, ben, allez voir sous le noyer si c'est si désert que ça. En général on trouve des ronces qui poussent sous les noyers, on pousse de l'aubépine, on trouve du prunellier, il y a plein d'herbes qui poussent sous les noyers. Donc non, un noyer qui pousse isolé avec d'autres plantes autour ne produit jamais assez de juglone pour qu'il n'y ait rien qui germe en dessous. Ça va peut-être sélectionner certaines plantes, mais en tout cas voilà.
ça va pousser quand même. Si tu veux savoir après qu'est-ce que tu peux cultiver sous ton noyer, là moi je pourrais pas te dire de tête parce que c'est un monde qui est très vaste, le principe des guildes. Il y a le blog de Permaforêt qui est d'une richesse incroyable, ce blog. Elle a fait quelques vidéos, comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, c'est pas grave, mais le blog de Permaforêt où elle parle de phytotype. En fait, c'est le phytotype, en gros c'est toutes les plantes qui vont pousser avec une plante en particulier. Donc il y a le phytotype du pommier où elle va te donner toutes les plantes qu'on trouve dans le milieu naturel avec le pommier, et donc c'est les plantes que tu vas pouvoir cultiver dans tes fruitières, dans tes assemblages, dans tes guildes avec le pommier. Je suis pas certain, mais il me semble qu'elle a fait le phytotype du noyer, et tu vas voir, ou alors c'est ailleurs que je l'ai vu, mais en gros tu tapes phytotype du noyer et ça va te donner toutes les plantes qui peuvent pousser avec. Enfin en tout cas c'est toutes celles qu'on trouve dans le milieu naturel avec le noyer. Ce qui ne veut pas dire que d'autres plantes ne peuvent pas pousser avec le noyer, c'est juste que dans le milieu naturel on ne les trouve pas, mais on peut continuer à faire des essais. Mais tu vas pouvoir faire pousser tout type de plantes qui ne sont pas gênées par l'ombre du noyer, donc ça peut devenir un très gros arbre. C'est là qu'on va en venir aux distances de plantation. Mais tant que ton noyer est jeune, au pied tu vas pouvoir y faire des ronces, du petit fruit, cassis, groseille, framboise, tous ces trucs là. Et au fur et à mesure que ton arbre grossit, tu vas t'éloigner sous la couronne de l'arbre pour continuer à avoir un peu de lumière, surtout côté sud. Et puis voilà, tu vas pouvoir faire tes assemblages comme ça. En ce qui concerne la distance de plantation, ça dépend. Voilà, ça dépend complètement de ton design. Moi, dans la zone que j'ai fait forêt fruitière, où c'est vraiment une forêt fruitière, c'est la vidéo que j'ai fait balade dans le jardin là, il y a quelques temps, où il y a des arbres étalés un petit peu partout avec des densités de plantation. Les arbres sont très près les uns des autres dans le but que la canopée se ferme très vite, qu'on soit très vite à l'ombre de tous les arbres. Dès qu'ils vont commencer à trop se gêner, je vais en couper certains pour que les autres puissent pousser plus, mais en restant toujours sur une canopée fermée, et avec toujours ce processus là qu'on utilise beaucoup en agriculture syntropique et enfin c'est une autre appellation, en agroforesterie successionnelle. L'idée c'est d'ouvrir des clairières dans ton bois pour que tu aies une grosse montée au niveau de la courbe de production de biomasse. Alors j'espère que je ne vous perds pas avec tous ces termes là, mais l'idée c'est d'avoir une forêt comme dans une forêt là qui est fermée, et à chaque fois qu'il y a un arbre qui tombe dans une forêt et une clairière qui s'ouvre, on voit un énorme développement de tout ce qui est plantes de sous-bois qui vont pousser très vite pour réutiliser cette clairière qui s'est ouverte. Et donc on va essayer de recréer le même système dans une forêt fruitière en enlevant des arbres par-ci par-là, en créant des clairières qui peuvent rester clairières. Et le but c'est d'avoir des lisières, des zones qui sont en bordure de forêt pour avoir la fraîcheur de la forêt, mais toujours quand même le soleil. Donc si vous voyez par rapport au sud, on fait une clairière et toute la lisière qui est face au sud, elle va être très bien ensoleillée, très bien illuminée, je ne sais pas si le terme est exact, et garder quand même un peu la fraîcheur, l'humidité de la forêt derrière. Donc l'idée c'est de fonctionner comme ça. Là au niveau des espacements dans un truc comme ça, ça peut être très dense au début, et puis selon la taille de l'arbre, tu vas jouer avec je sais pas moi, un arbre qui fait enfin deux arbres qui font 10 mètres de diamètre chacun, tu vas les garder à terme à 10 mètres l'un de l'autre. Je fais moi un autre aménagement maintenant, un autre design de forêt fruitière où ça va être plutôt des haies fruitières, où les densités sont très proches. Les arbres, moi même les arbres qui vont faire 15, 20, 25 mètres de haut, je les plante tous les 3-4 mètres les uns des autres en quinconce au milieu. Donc là je sais que je vais avoir une ligne très haute et très dense au milieu, et de chaque côté de ça, sur la bordure, là je vais cultiver. Donc voilà, selon ton design, je ne sais pas si c'était très clair toute cette description là que j'ai donnée, mais selon ton design, l'espacement il peut être complètement différent. Donc ça, si un jour on a l'occasion, si jamais ça te dit, on essaye de se faire un petit moment ensemble, et puis on voit comment, selon le design, on va organiser différemment les distances entre les arbres. Voilà, Toto, je suis désolé, j'espère que ça répond un peu à ta question quand même. Céline Arte ou Arte qui me demande: j'ai fait beaucoup de semis, c'est la première fois, j'achetais les pieds mères à planter avant, mes courgettes tombent, est-ce qu'il faut les tutorer? J'ai envie de garder mes plats d'été de fleurs, je sais que la bourrache est comestible, mais que peut-on utiliser? Alors je vais d'abord répondre à ta question sur les courgettes. Tes courgettes tombent, alors je ne sais pas comment elles tombent. Si ce que tu appelles tomber c'est ta graine elle germe, donc ça fait la petite tige avec les petits cotylédons, et puis ton petit truc il tombe comme ça.
Pour les cucurbitacées, ça arrive souvent que ça fasse ça. On est sur des plantes qui sont plutôt rampantes, des couvre-sols. Donc naturellement, la tige va souvent monter et puis à un moment, ça va tomber comme ça. Même après, pas que la germination, hein, ça arrive que tu as la courgette, ou enfin, pas forcément sur les courgettes, mais sur les courges qui courent un petit peu, la tige monte et puis dès qu'elle est plus longue que ça, pouf, elle va tomber. C'est normal, on est sur une plante couvre-sol, donc il n'y a pas de souci, c'est logique que ça fasse ça, c'est pas la peine de tutorer. Ensuite, pour ta question sur les plantes, tu manges des fleurs de bourrache, mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs qui se mangent? Pardon, là je ne vais pas pouvoir te faire un listing de toutes les plantes qui se mangent, les cosmos, les œillets, les tagettes, les soucis, il y en a plein de fleurs qui se mangent. Je pense que sur internet tu tapes fleurs comestibles, tu vas en trouver plein. Là de tête je vais avoir du mal à te faire une liste qui soit complète. Voilà, et je crois qu'on est sur la dernière question sur les plantes. Togrim qui me demande: est-ce utile de tailler les framboisiers? Pourquoi? Comment? Il y a plusieurs pratiques là-dessus. Les framboisiers, souvent, ils vont faire en début d'année une pousse qui ne va pas forcément faire de fruits au printemps. Souvent on dit que c'est remontant. Remontant, ça veut dire que ça va faire deux productions dans l'année, une production au printemps, une production à l'automne. La production, alors je vais essayer de faire dans cet ordre-là. Donc la pousse qui part là maintenant au printemps, elle ne va pas faire de fruits au printemps, elle va faire une production à l'automne. Donc elle va te faire une pousse avec des fruits au bout. Et puis ensuite pendant l'hiver, donc cette tige va sécher. Il y en a qui fauchent ça tous les ans et du coup on n'a que la production d'automne. Et l'autre façon de tailler qui est plus productive, c'est toute la partie, le sommet de la tige qui a fait des fruits. Donc tu vois souvent les parties où tu as récolté tes fruits ou tes petites parties qui ont séché un petit peu. Tu vas tailler les pointes, mais tu vas garder quand même le bas de la tige. Et au printemps suivant, cette tige donc que tu vas garder selon ton terrain à cette hauteur là va faire des pousses en haut qui va te faire une production de printemps. Donc c'est là, à partir de là, que ça commence à être ce qu'on appelle remontant. Dans la définition clairement botanique, c'est pas remontant, c'est pas la même tige qui va faire des pousses au printemps et à l'automne. Donc ta pousse de l'automne précédent au printemps que tu as juste taillé la pointe va te faire une production, et les nouvelles pousses de printemps qui vont arriver vont pousser pendant l'année et à l'automne vont te faire des fruits. Donc là, pendant l'année, tu vas aussi pouvoir faire une autre taille qui va être, une fois que ta pousse de l'année précédente, j'espère que c'est clair, une fois que ta pousse de l'année précédente dont tu as taillé les pointes pendant l'hiver, tu auras fait une production au printemps, ces pousses-là, tu peux les tailler une fois qu'elles ont produit pour laisser plus de lumière, plus de circulation d'air à tes pousses de l'année qui, elles, vont te faire des fruits à l'automne. Et une fois que ça aura fait des fruits à l'automne, pendant l'hiver, tu vas pouvoir tailler les pointes et puis tu recommences ton cycle comme ça. Voilà pour les framboises. Bon alors voilà pour la partie plante, on va passer donc à toutes les questions sur tout ce qui est bestiole. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Takerza Agriculture Channel qui me demande j'ai des escargots qui dévorent mes boutures de vigne, qu'est-ce que je peux faire pour les éloigner? Si c'est des boutures que tu as fait en caisson, en pot, en trucs qui sont déplaçables, tu vas facilement pouvoir soit poser ça, ne serait-ce que le poser sur une table, déjà les limaces, escargots et compagnie vont plus difficilement grimper sur les tréteaux ou sur les pieds de ta table pour aller manger tout ça, ou alors poser ça sur une table avec 4 pieds et chaque pied dans un seau d'eau. C'est une technique qui est utilisée pour éviter que les fourmis souvent aillent manger ce qu'il y a sur les tables en Afrique, et donc vu que les limaces ça ne veut pas nager, elles vont pas aller dans l'eau, dans le seau pour aller grimper sur ta table. Donc là au moins c'est garanti, elles ne peuvent pas y aller. Moi ce que je fais c'est j'ai des grands bacs que je remplis d'eau et puis au milieu de ces bacs remplis d'eau je pose des palettes et je mets mes plantes là-dessus. En gros c'est le système des douves, hein. Il y a de l'eau partout autour et donc les limaces elles ne savent pas nager, elles ne peuvent pas y aller. Voilà, c'est le moyen le plus radical et le plus respectueux pour les limaces que moi je pratique. Tout ce qui est la cendre, les coquilles d'œufs, les bols de bière, tous ces trucs là, voilà, moi je suis pas trop pour, je suis pas fan d'embêter un peu, enfin d'embêter trop les limaces. Je veux bien mettre le système de douve pour que les limaces n'y aillent pas, mais empêcher après la limace d'avoir sa vie, voilà, ça j'essaye d'éviter. L'apprenti jardinier qui me demande: j'ai des soucis avec les oiseaux qui m'enfouissent mes petits plants. J'utilise des bouteilles d'eau coupées pour les protéger, mais je suis pas fan de l'idée. Aurais-tu des astuces à part le filet? Je sais pas trop, non, moi ça m'est jamais arrivé tout ça, donc pardon, je sais pas trop que répondre à ta question. Les filets, enfin pour moi mettre une barrière pour pas que les oiseaux puissent aller trop perturber tes plants, voilà.
moi si, à la limite ce que j'ai envie de te répondre c'est souvent quand tu as un problème avec ce qu'on appelle un ravageur, là ça m'embête de dire qu'un oiseau c'est un ravageur, c'est plus un allié qu'un ravageur, mais enfin si tu as un problème avec un animal quel qu'il soit, plutôt que d'essayer de freiner cet animal, il faut lui donner ce dont il a besoin. S'il vient enterrer tes graines, enterrer tes plants, c'est qu'il cherche quelque chose, en général c'est à manger qu'il cherche. S'il cherche à manger, là ça veut dire qu'il n'a pas assez à manger ailleurs, et donc souvent quand on a des cas comme ça, c'est qu'on est sur des jardins qui sont trop propres, où il n'y a pas de haies fruitières autour, il n'y a pas d'arbres fruitiers avec des fruits vraiment spécifiques pour eux. L'idée c'est pas forcément de les nourrir en leur donnant des graines, c'est plutôt de cultiver des plantes à graines pour que les oiseaux puissent aller naturellement manger là-dessus et viennent moins te manger tes végétaux, moins te manger tes graines, tes plantes à toi. En faisant ça, il y aura quand même, dans certains cas, à certains moments, des moments où ils viendront quand même picorer tes plantes, mais c'est normal. L'idée c'est juste d'atteindre un point d'équilibre où c'est pas trop grave, ils viennent t'en manger un petit peu, mais ils t'en laissent quand même assez pour que toi tu puisses en avoir assez pour manger. Voilà, je suis désolé, c'est tout ce que je peux répondre à ça, et vu que c'est un truc que moi j'ai pas trop vécu ici, j'ai pas beaucoup d'expérience dessus. Une question sur le climat, Abel SM qui me demande: lors de ta dernière vidéo où tu nous fais faire le tour de ton jardin, j'ai été frappé par la grande différence de démarrage de saison entre chez toi et chez moi. Pourrais-tu nous faire un rapide topo sur le climat de chez toi, date, amplitude de gelée, pluviométrie, ensoleillement ressenti, histoire de pouvoir se situer par rapport à toi dans la saison et relativiser quand tout a l'air d'avoir poussé moins vite. Alors moi ça me fait bizarre déjà d'entendre, et ça me fait plaisir d'entendre, enfin presque plaisir je dirais, d'entendre dire que des gens voient que chez moi c'est plus en avance. Moi si je regarde les vidéos du potager d'Olivier par exemple, lui il a déjà des fèves grandes comme ça, quand moi les miennes commencent à peine à germer. Moi je suis sur un climat, comment on appelle ça, entre le continental et océanique, mais sur... Hop là, je suis sur un climat, les premières gelées à l'automne, le plus tôt que j'ai eu, ça a été quoi? C'est déjà arrivé qu'en septembre ça commence à geler. En général c'est plutôt octobre, novembre les premières gelées. Et en général les dernières gelées c'est pendant le mois d'avril. Ça m'est déjà arrivé que fin mai, le 27 mai, j'ai déjà eu -2, -3. C'est arrivé une année là, depuis les 10-12 ans que je suis dans ce coin là, et cette année là je peux vous dire que je ne suis pas le seul dans la région, on a beaucoup perdu de choses. Au niveau pluviométrie, donc nous on est sur une région, alors ça sur les sites météo vous pouvez le voir, la pluviométrie chez vous, mais ça donne la pluviométrie pour votre région mais pas forcément pour votre zone en particulier. Moi par exemple je suis sur une petite région là, enfin sur ma grande région, où la moyenne c'est plus ou moins 600-800 mm à l'année, et moi j'ai la chance dans mon village d'avoir un ami à moi qui lui fait des relevés de pluviométrie tout le temps. Il a la pluvio mois par mois depuis 2003, 4, 5, un truc comme ça, donc depuis une quinzaine d'années. Et en fait j'ai été surpris et ravi de voir que la pluviométrie, moi sur mon secteur ici, elle est entre 900 et 1100, donc 1 mètre d'eau à l'année. C'est énorme, énorme. Ça ne veut pas dire que je suis sur une zone humide, parce que par contre en plein été on a des périodes de sécheresse, de canicule qui sont très fortes, et que toutes ces pluies par contre elles tombent en plein hiver. Mais là où c'est intéressant, ça veut dire que si j'arrive à récupérer l'eau de pluie ou l'eau des écoulements et que j'arrive à stocker de l'eau, et que j'ai de grosses capacités de stockage, je pourrais stocker des mètres cubes et des mètres cubes d'eau. Donc voilà, la pluviométrie que j'ai ici, et bon, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de faire quand même des relevés de pluviométrie, au moins de savoir, pas forcément de savoir jour par jour ce qui est tombé, mais si vous arrivez à savoir par mois ce qui tombe et avoir un total, comme ça avoir un total à l'année, et faire ça sur plusieurs années quand même pour avoir une idée, pouvoir tracer un peu des courbes de pluviométrie pour voir sur quelle période, pendant combien de temps en général on n'a pas de pluie, et savoir combien on a d'eau qui tombe à l'année. Ça permet de pouvoir s'organiser ensuite pour le stockage de l'eau. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que ensoleillement, ressenti, bref, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. On est sur, nous on est sur un climat, c'est voilà, très humide, beaucoup trop d'eau pendant l'hiver et très froid pendant l'hiver. Les extrêmes qu'on a eu ici c'est du -20, mais ça arrive régulièrement régulièrement on est autour des -15, -18 pendant l'hiver. Et par contre pendant l'été, très chaud et très sec, on a des pointes de canicule à, je saurais même pas dire, à 40 degrés, pas loin. Voilà, et des périodes sans pluie qui peuvent durer
durer 2 mois, 3 mois, ou avec très peu de pluie pendant 2-3 mois. Donc voilà, là les dernières années on a eu des canicules où même les vieux chênes, il y a des zones où même les chênes voilà, crevaient de soif pendant l'été. Donc un climat très difficile. Avec du recul, c'est pas la zone que j'aurais choisi moi, mais il n'y a pas que le climat, il y a beaucoup de choses qui jouent, et là nous par contre au niveau humain on a un climat social, un climat humain qui est d'une beauté incroyable. Donc voilà, juste pour ça, je vais continuer à essayer de réussir à être résilient sur ce secteur ici. Voilà. Des petites questions qui ont trait plutôt au design. Renaud qui me demande, lors du visionnage de la visite du jardin, décidément elle a fait émerger pas mal de questions et c'était le but. Donc lors du visionnage de la visite du jardin des merveilles, j'ai remarqué que tu as plusieurs mares. Ah oui, alors plusieurs questions par rapport à ça. Comment tu as fait pour les étanchéifier et pour les remplir en eau? Est-ce que j'ai une source ou autre? Je vais lire la question suivante aussi de Anna. Question concernant les mares. Comment fais-tu pour les imperméabiliser? Donc même question. Et est-ce qu'en termes de design, la mare dans le parcours des poules te semble une bonne idée? Alors ça on va la garder pour après. Donc comment j'ai fait pour étanchéifier mes mares? Moi ici je suis sur un sol qui est drainant, très sableux, donc si je fais juste un trou, que je mets de l'eau en plein hiver, on est sur un sol hydromorphe, donc j'ai même pas besoin de les remplir. Je fais un trou et l'hiver la nappe phréatique elle est au niveau du sol, donc je fais un trou et l'eau remplit le trou directement. Par contre, dès qu'on arrive sur une période où il y a moins de pluie, donc là on y est en plein dedans, maintenant l'eau a baissé, et si je ne mets pas quelque chose pour retenir l'eau, l'eau s'en va. Donc moi j'ai utilisé du plastique, j'ai des bâches PDM. Alors, ça ne me plaît pas beaucoup d'utiliser du plastique, mais c'est le moyen le plus rapide et le plus, j'allais dire, rentable. Je ne sais pas si sur du long terme c'est vraiment rentable au final, mais en tout cas c'est ce que j'ai choisi. L'autre moyen ça serait de trouver de l'argile. Donc le souci avec l'argile pour moi c'est qu'il n'y en a pas ici, donc il faut la faire ramener un peu plus loin. Il y a un endroit pas très loin d'ici où je pourrais en trouver, donc je pourrais en faire livrer. Pour l'instant c'est cher, c'est beaucoup plus cher que juste du plastique. Mais voilà, ça serait quand même beaucoup mieux de faire avec de l'argile. Ça veut dire que je pourrais faire carrément des cultures, parce que par l'argile ça garderait quand même une zone humide un petit peu autour des bassins. Là moi avec le plastique, ça garde l'eau dans les mares, mais par contre à l'extérieur du plastique c'est directement sec. Il n'y a pas la petite zone humide autour d'une mare naturelle, enfin qu'il y a naturellement autour d'une mare. Donc voilà, c'est pas top, mais au moins ça permet d'avoir des mares qui tiennent en eau. J'ai pas de source, j'ai pas de point d'eau. Moi je suis vraiment sur un sommet, hein, c'est pour ça dans la partie sur la pluviométrie tout à l'heure, pourquoi on a beaucoup de pluie là ici, c'est que nous on est vraiment sur un sommet et que quand les nuages arrivent de n'importe où, c'est ici qu'ils viennent se vider. Et donc on a beaucoup de pluie qui tombe. Mais par contre on n'a pas de rivière, on n'a pas de source, on n'a pas de puits sur le jardin. Moi j'ai un puits à la ferme à côté, donc je prends de l'eau dans ce puits là, donc on peut remplir les mares des fois avec ça. Mais il arrive toujours une période en fin d'été où les puits sont à sec, où on n'a plus d'eau du tout. Donc là ça arrive dans les cas extrêmes vraiment que j'utilise l'eau du réseau pour re-remplir mes mares, parce que j'ai vraiment pas envie que mes mares s'assèchent complètement. Donc quand le niveau des mares commence à être vraiment trop bas et que le peu de vie, enfin toute la vie qu'il y a dans la mare se réfugie vraiment au fond des mares, avant que ce soit trop dramatique, qu'il y ait tout qui crève, je remets un petit peu d'eau. Sinon en général on arrive à s'organiser pour, avec l'eau du puits, remettre quand même à niveau avant la période de sécheresse pour que ça tienne, ou avec l'eau de pluie qu'on a pu stocker, on arrive à remettre à niveau avec ça. Et voilà, normalement on n'a pas besoin de l'eau du réseau quand même pour avoir au moins un petit peu d'eau dans nos mares toute l'année. Voilà, et est-ce que c'est une bonne idée, alors attends, c'était quoi la question? Est-ce qu'en termes de design, donc Anna qui me demande si c'est une bonne idée de la mettre dans le parcours des poules. Oui, pourquoi pas, c'est toujours une bonne idée que les volatiles puissent avoir accès à de l'eau, c'est c'est obligatoire pour des canards, c'est intéressant pour des poules. Après je sais pas trop l'interaction entre les poules et la mare, mais pourquoi pas, ouais, qu'elles puissent avoir une zone où se rafraîchir si elles ont besoin. Je sais pas trop, à vrai dire j'ai jamais eu de mare avec des poules, il n'y a pas beaucoup. Alors il y a une question sur les animaux au jardin, et moi j'ai plus de poules en ce moment là au jardin, mais en tout cas j'ai jamais eu de poulailler avec une mare à l'intérieur, donc je ne sais pas comment on pourrait en profiter. Peut-être poser la question à Damien, si lui il a l'expérience par rapport à ça. Voilà, j'en suis où sur les questions? Voilà, une question d'Amandine
Tiens, ben voilà, c'est là. Pourquoi tu n'as pas d'animaux sur ta propriété? J'imagine la réponse, mais cela m'a intrigué sur la visite de ne pas croiser une poule, un canard ou autre. Moi, je suis beaucoup plus fan de plantes que d'animaux. Gérer des animaux, soigner des animaux, quand il y a un animal qui est malade, qu'il faut les soigner ou l'amener chez le vétérinaire, tout ça, je suis moins fan. Moi, mon truc, c'est vraiment les plantes, les insectes, tout ça, mais les animaux d'élevage, je suis moins fan. Les animaux de compagnie, chiens, chats, je suis clairement contre, je n'aime pas ça, mais voilà, ça c'est un sujet qui fait polémique et ce n'est pas l'idée du débat, mais voilà, je suis moins animaux d'élevage que plantes. Par contre, je suis à fond pour le fait qu'il y ait des animaux dans le design. C'est juste que là, depuis, j'en ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, et ensuite j'ai eu une petite période sur le projet où moi j'étais un petit peu tout seul ici, donc les poules que j'avais, je les ai offertes à des amis et j'en ai pas gardé. Par contre là, on a de nouveau une dynamique un peu de groupe sur le lieu, et puis avec ma compagne on est ici, et puis elle a envie d'avoir un poulailler. Donc là on est de nouveau en train de travailler sur un poulailler, mais avant d'avoir des poules, moi ma grosse limite avec ça c'était les poules qui s'échappent. Et si tu as un jardin sur lequel il y a des zones qui sont paillées, ben, une poule et un paillage, la poule quand elle voit un paillage, elle se dit là-dessous il y a à manger, et donc elle gratte les paillages. Avoir un jardin potager avec des paillages et des poules ensemble, ça ne marche pas. Avoir des poules sous un verger par exemple, c'est génial, elles vont gratter le sol, elles vont équilibrer un peu certains parasites et tout ça. Mais dans un potager ça ne marche pas, et moi quand les poules s'échappaient tout le temps, ça me faisait vraiment clairement chier. Donc là pour l'instant on est en train de bosser sur un poulailler qui sera clôturé. On a choisi plutôt de clôturer le poulailler que de clôturer le potager. C'est une autre façon de faire, mais on a un potager qui est très grand et ça serait dur de clôturer ça. Donc on va essayer d'avoir une zone, un grand poulailler quand même, une grande zone pour les poules qui sera clôturée, avec possibilité quand même d'ouvrir les portes pour laisser sortir les poules pendant la journée quand on est sur place, quand on est au potager, qu'on peut dire aux poules hop hop hop, reste pas au potager, va plus loin dans les bois, là tu as plein de feuilles mortes à les gratter pour aller manger des bestioles. Et puis quand on ne sera pas sur place, on leur fermera leur enclos et on les laissera dans leur enclos, mais on va essayer de se débrouiller comme ça. Une fois que cet enclos sera fait, sûr, solide, où on sait qu'elles ne s'échapperont pas, là on va remettre des poules, des canards. Pour moi, c'est beaucoup plus résilient d'avoir des animaux sur un design de projet global. Donc voilà, je suis d'accord qu'il faut des animaux, mais c'est un peu pour ça que pour l'instant, on n'en a pas ici. Voilà pour ça. Il reste quelques questions un peu diverses. Deki82 qui me demande est-ce que je pourrais faire une vidéo sur les bassins d'ornement. Bon, il y avait des questions sur les mares, donc peut-être je ferai une vidéo. Ça me semblait pas essentiel, mais peut-être que je ferai une vidéo sur comment créer une mare et comment positionner une mare dans un design. Voilà. Gérald qui me demande pendant la première présentation du domaine, tu m'avais demandé donc Gérald l'intérêt d'une serre géodésique par rapport à une serre classique, et j'avais répondu rapidement l'exposition, l'autoconstruction et l'esthétisme. Et t'en veux un peu plus. Donc je vais te dire par rapport à l'autoconstruction facile, moi les dômes géodésiques c'est moi qui les... alors c'est pas moi qui ai fait mon premier, mais j'ai travaillé un peu sur le premier, et puis là maintenant je sais faire, donc je trouve pas ça si compliqué que ça. Donc voilà, il suffit juste de quelques bouts de bois et de la bâche ou du plexiglas ou du verre ou quoi, ou des matériels de récup, et on peut se faire ça assez facilement, aussi facilement au final qu'une serre type classique, hein, mais voilà, si on rajoute en plus le côté esthétique, moi je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, moi je choisis l'autoconstruction, par autoconstruction plutôt de faire des dômes. Et donc l'autre intérêt ça va être l'exposition. Je t'ai pas dit dans ma première réponse aussi l'inertie au niveau température. Vu que c'est rond, il y a beaucoup de volume d'air, donc une inertie au niveau de la température qui va faire que ça pardonnera un peu plus les oublis d'ouverture et de fermeture qu'un petit châssis ou qu'une serre pas très grande. Vu qu'il y a du volume, il y a plus d'inertie au niveau des courbes de température. Et au niveau de l'exposition, une serre carrée, il va arriver un moment où le soleil sera pile en face et ça va vraiment bien chauffer, mais toutes les périodes où il n'est pas vraiment face à la devanture de ta serre, il va moins chauffer. Un dôme géodésique, c'est plus ou moins rond. À n'importe quel moment où il sera au soleil, le soleil sera toujours face à une partie de ta serre et donc va plus facilement chauffer ton volume. Donc au niveau de l'exposition, voilà, je trouve ça plus intéressant. Alors voilà pour ça. Pardon.
Deuxième demande, quelle superficie de serre je conseillerais par personne pour tendre vers l'autonomie alimentaire, lancement des semis, précocité, prolongation des cultures ainsi que la culture d'espèces plus exotiques. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir détailler sur tout ça. Quelle surface de serre je conseillerais? Ça dépend, toujours pareil, ça dépend de c'est quoi ton climat. Est-ce que tu es comme moi dans un climat un peu froid où la période chaude sur laquelle tu peux cultiver des courgettes, des tomates ou les petits fruits vont bien donner. Sous mon climat, moi, la période est assez courte, ça va être 6 mois de l'année. Grâce à la serre, je vais pouvoir produire 10-11 mois de l'année. Ça va être déjà beaucoup plus. Du coup, j'ai besoin d'avoir une grande surface de serre pour pouvoir pendant 10-11 mois de l'année me produire assez à manger. Si tu es sur une région plus méditerranéenne ou océanique, tes périodes de gelée, elles sont beaucoup plus courtes, donc tu n'as pas besoin d'avoir de grandes surfaces de serre, tu peux plus longtemps dans l'année produire à l'extérieur. Donc la surface de serre va être adaptée à la période pendant laquelle à l'extérieur tu ne peux pas produire. Et puis à la quantité de produits, de plantes que tu veux produire sous serre. Là tu me parles de plantes un peu exotiques et tout ça. C'est sûr que si tu veux faire du bananier, alors on peut faire du bananier en France, le bananier de l'Himalaya et compagnie, ou des bananiers nains qui produisent sur des périodes très courtes, hein, des périodes chaudes très courtes, tu vas pouvoir le faire. Moi ici, si je le fais pas sous serre, ça marche pas. J'essaye de le faire là, sous ma petite serre, j'ai 3 petits bananiers, mais je le fais sous serre. Si j'avais envie de faire beaucoup de bananes, il me faudrait beaucoup plus de surface de serre. Donc voilà, tu vas adapter à tes productions et à ton climat la surface de serre. Troisième, alors exposition plein sud, du lever au coucher du soleil, oui, bah, de toute façon voilà, on en revient à l'histoire du dôme géodésique. Plus souvent tu es exposé face au soleil, mieux ça sera, plus ta serre elle va chauffer, donc tu vas t'adapter. Si tu as un dôme géodésique, tu seras bien exposé plus facilement. Si tu as une serre avec juste une devanture droite comme ça, ouais, l'idéal bien sûr c'est plein sud, sud-est ou sud-ouest, tu t'adaptes. L'idéal c'est sud-ouest. Pas être plein soleil dès le lever du soleil, c'est bien d'avoir le matin qui chauffe tout doucement, donc si tu ne peux pas être plein sud, c'est mieux d'être plutôt sud-ouest, mais voilà. Et ensuite, comment positionner les planches de culture, axe nord-sud, est-ouest? Alors j'ai déjà répondu à cette question là, mais tant pis, là je l'ai prise. J'ai déjà répondu un peu pendant le live hier. Donc toi tu me dis naturellement tu opterais pour une orientation est-ouest. Moi je suis plutôt orientation nord-sud, moi je fonctionne vraiment en haie fruitière. Et si tu te mets est-ouest, en plein été ton soleil il passe plutôt au-dessus, donc tu as du soleil des deux côtés. Par contre dès que tu vas vers l'hiver, le soleil il va passer plus bas et donc si tu es est-ouest, la partie côté nord verra jamais le soleil. Par contre si tu es exposé plein sud, une partie sera au soleil le matin et une partie sera au soleil l'après-midi. Mais les deux parties verront le soleil à un moment de la journée. Ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de choses que tu peux cultiver. Par contre, il faut aussi assembler ça avec le côté, quand tu fais l'orientation de tes buts ou de tes zones de culture, c'est beaucoup par rapport à l'inclinaison de ton terrain. Si tu es dans une pente et que tu as une pente plein sud, et que tu fais tes zones de culture plein sud, tu vas moins retenir l'eau. Donc là, par contre, c'est plus perpendiculaire à la pente que tu vas faire. Pardon. C'est plus perpendiculairement à la pente que tu vas faire tes zones de culture pour mieux retenir l'eau. Et donc si tu es plein sud, eh bien forcément tu feras tes zones de culture est-ouest. Voilà, donc c'est pas que par rapport à l'exposition au soleil que tu vas gérer le sens de tes zones de culture, c'est aussi par rapport à ton inclinaison. Voilà pour cette question. Arlette qui me demande, on est confiné, le jardin pour accueillir des plants, de fleurs et autres, mais on ne peut pas se déplacer au-delà de 1 km, 1,5 km. Le premier pépiniériste est à 7 km, avec les nouvelles mesures, est-ce que je peux y aller? Donc, selon à quel moment vous regardez cette vidéo, ce que je vais dire là, ça ne sera pas forcément valable. Et de toute façon, je ne sais pas trop ce que je vais dire, parce que c'est pas évident d'avoir des infos claires en ce moment, parce que les organismes sont surchargés de demandes et qu'ils n'arrivent pas à répondre. J'ai vu pas mal d'infos, il y en a pas mal d'entre vous là qui m'ont envoyé des petites publications en me disant regarde, il y a ça qui dit que maintenant les plants potagers, les plantes pour les jardins, c'est devenu produit de première nécessité. Moi, avant de faire confiance à toutes ces publications, j'ai envoyé quand même une demande à
la Confédération Paysanne. J'ai envoyé une demande à la Chambre d'agriculture, j'ai appelé les gendarmeries, j'ai appelé la gendarmerie pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire. La gendarmerie, eux, ne savent pas exactement, ils m'ont dit voyez ça avec le gouvernement. Le gouvernement, ils sont injoignables parce qu'ils sont saturés d'appels, donc ça ne marche pas. Et tous les organismes agricoles que j'ai contactés, pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Donc je ne peux pas dire sûr à 100% oui, on peut le faire, mais apparemment on pourrait. Donc voilà. Par contre, si ton pépiniériste il est à 7 km de chez toi, confondez pas dans les autorisations qu'on nous donne, les 1 km, 1 km 5, c'est pour les sorties de plaisir, loisirs, détente. Si on va faire le petit footing, aller se promener, on n'a pas le droit de faire plus d'une heure et plus de 1 km de chez soi. Si c'est pour aller faire des courses de première nécessité, il n'y a pas de limitation de distance. Nous, on est dans un village isolé et le premier magasin il est à 15 km. Si on n'avait pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre, on serait mort de faim. Parce qu'on n'arrive pas à tout produire dans le jardin. Et oui, c'est dommage, si on y arrive, ça sera beaucoup plus résilient, on va bosser là-dessus. Mais voilà, donc la distance de 1,5 km, c'est pas pour les produits de première nécessité. Donc si officiellement on a droit d'aller acheter des produits de première nécessité, enfin on a droit d'aller acheter des plants qui sont reconnus produits de première nécessité, et que ton pépiniériste est à 7 km de chez toi, ben, tu peux y aller et tu peux aller acheter des plantes pour cultiver dans ton jardin. Voilà, aujourd'hui là on en est là. Après je sais pas comment ça va évoluer, donc ça, renseignez-vous au moment où vous regardez cette vidéo, renseignez-vous quand même de ce que vous avez droit de faire, pas droit de faire. En ce moment ça évolue assez vite, donc voilà, renseignez-vous bien. Et on arrive enfin à la dernière question. Morane la Grande Vie qui demande, alors c'est autre domaine, question à propos des assos, etc. Comment faire pour trouver les bonnes personnes pour faire des projets associatifs comme le tien, comment faire pour travailler avec d'autres personnes et que ça se passe bien, qu'est-ce que tu as mis en place, comment ça se passe chez toi, voilà, en espérant que tu puisses y répondre. Alors, ça va être dur de répondre. Donc, comment faire pour trouver des bonnes personnes? Alors, ça me met mal à l'aise ces questions parce que moi, ça s'est pas toujours bien passé avec les gens avec qui j'ai travaillé depuis 10 ans ici. Ça m'est arrivé plusieurs fois de penser que ça allait bien se passer avec des personnes et qu'au final, ça s'est pas toujours bien passé. Il y a des personnes avec qui ça s'est mal passé. Alors pour les woofers, moi j'ai essayé de mettre en place un questionnaire. Alors je pourrais te donner des méthodes, mais en fait elles ne marchent pas ces méthodes. Ce qu'on appelle le PFH et le facteur humain, c'est que l'expérience qui va te faire savoir si avec cette personne-là, ça va bien se passer ou pas. Mais il n'y aura aucune méthode qui te permettra d'anticiper si, dans certains cas, ça marchera avec cette personne-là. Et ça peut marcher bien pendant 10 ans avec une personne, et un jour, il y a un contexte qui va arriver, il y a une chose qui va arriver, il y a cet enfant, cette personne, elle va se mettre en couple, cette personne, elle va avoir un enfant, cette personne, elle va vivre un drame qui va faire qu'elle verra les choses différemment, et du jour au lendemain, peut-être que tout ce qui se passait bien avec cette personne, tout d'un coup ça va mal se passer avec cette personne. Donc il n'y a rien qui va pouvoir faire que tu anticipes le fait que ça se passera bien avec une personne ou pas. Moi j'ai mis en place des questionnaires pour voir si ça allait bien se passer ou pas avec les woofers que je reçois. Et puis malgré les questionnaires, alors déjà grâce aux questionnaires, j'ai pu voir certaines personnes où de suite je savais que ça allait bien se passer ou mal se passer. Et puis une fois que les personnes avec qui je savais que ça allait bien se passer, ça se passe peut-être des fois bien au début. Et puis des fois au bout de quelques heures, en fait non, ça se passe pas bien. Et puis des fois au bout d'une semaine, 2 semaines, en général c'est au bout d'une semaine qu'il y a des choses qui commencent à changer. C'est, comment dire, je vais essayer de te faire un petit peu en détail, enfin des choses détaillées mais que je t'envoie un peu brouillon comme ça. Moi au niveau de mon organisation ici, avec les woofers, au moins une fois par semaine, je fais une petite réunion en tête à tête pour voir est-ce que ça se passe bien, parce qu'en tête à tête, on ose des fois plus facilement se dire des trucs qu'on ne dit pas en groupe. Donc voilà, je demande comment tu te sens par rapport au boulot, par rapport à moi, par rapport aux autres. Et puis en général, je finis moi par la réunion en disant, ben voilà, écoute, moi, enfin oui ou non, mais en général, si on est là et qu'on est encore là à faire cette réunion, c'est pour te dire que, écoute, moi je suis content de faire ce que je fais avec toi, je suis bien avec toi, ça me plaît le travail que tu fais, donc génial, vas-y, continue comme ça. Et à partir au bout d'une semaine à peu près, les personnes commencent à se sentir à l'aise sur le lieu,
En plus, tu leur as dit que ça se passe bien avec eux, donc ils sont rassurés par le fait que, bon, ben en plus ça plaît ce que je fais et tout. Et donc à partir de là, les gens commencent à être beaucoup plus eux-mêmes et font moins attention à vraiment, moi je veux plaire, je veux que ça se passe bien. Et à partir de là, on se détend un petit peu et on commence à être plus soi-même. Et donc c'est là qu'on commence à voir que, bon, en fait, ça c'est pas si cool que ça. Et des fois, ça met du temps. Mais voilà, et ça, il n'y a que l'expérience qui va te montrer que ça se passera bien ou pas bien avec une personne. Là, je parle de woofer. Ensuite, on a essayé de monter des projets collectifs avec plusieurs personnes. Il y a des projets collectifs, il y a 5-6 ans qui ont capoté dès le début, dès les premiers jours, dès les premières semaines. Ça a foiré parce que, au final, les gens veulent s'investir, mais au final, bon, pas tant que ça. Et donc là, ça a foiré. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut foirer des projets collectifs. La première raison pour laquelle ça foire souvent, c'est parce qu'on n'est pas honnête sur ce qu'on veut, on n'est pas honnête sur les objectifs, on n'a pas les mêmes objectifs et puis on parle pas assez. Donc l'idée c'est vraiment de parler. C'est beaucoup de réunions et c'est chiant les réunions quand on en fait trop, mais des fois il faut discuter, il faut savoir être honnête. Et avant de monter dans un bateau tous ensemble, il faut être sûr que le bateau, on veut qu'il aille au même endroit. Ensuite, la façon dont on pilote le bateau, la façon dont on organise le fonctionnement sur le bateau, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, tout le monde ne participe pas à tout. Là, je parle vraiment de prise de décision au sein d'un collectif. Il y a plusieurs façons de prendre des décisions, au consensus, au consentement, le mode dictatorial, c'est sûr c'est pas le meilleur, mais dans certains cas ça fonctionne, mais c'est vraiment pas ça qu'il faut faire dans un collectif, hein, croyez pas que c'est ce que je pense. Mais il y a plusieurs méthodes de prise de décision et selon le cas, on va choisir une méthode ou une autre. Et voilà, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais sachez que c'est que l'expérience qui fera que ça fonctionnera ou pas. Et il y a beaucoup de collectifs qui foirent juste parce que dès le départ, on ne voulait pas aller dans la même direction. Et après, un truc que je te dis et que là, moi, c'est du coup comme ça que j'ai fonctionné avec certaines personnes. Il arrive un moment où il faut admettre que avec certaines personnes, ça va pas le faire et il y a des personnes avec qui tu peux chercher pendant aussi longtemps que tu voudras un moyen pour que ça marche. Un jour, peut-être, des fois, il faut admettre que non, ça ne marchera pas avec cette personne et que la meilleure solution, c'est juste de ne pas faire de projet ensemble ou si on a déjà fait des projets ensemble, c'est un jour ou l'autre, on se sépare. Là, je te parle de projets collectifs, mais c'est pareil dans un couple, c'est pareil dans pas mal de projets de groupe. Des fois, il faut juste admettre que ça ne marche pas et que ça ne marchera pas et qu'on va même se faire du bien des fois à se séparer, à aller faire des projets chacun de son côté. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Bon voilà, je t'ai parlé un peu de tout ça. Hein. Voilà, bon mais j'ai répondu à peu près à toutes les questions. On est au bout de cette vidéo, donc j'espère que ça a bien répondu à toutes vos questions. Ce type de vidéo là, si ça vous plaît, si ça vous parle, j'en referai régulièrement. C'est vrai que moi en parlant comme ça, je peux faire des réponses un peu plus détaillées que par texto, enfin par texte dans les commentaires que vous me laissez. Donc si ça vous dit, moi à chaque fois que vous me poserez une question sur laquelle je pense que c'est intéressant que j'y réponde de cette façon, je vous le dirai, je mettrai vos questions de côté et que peut-être une fois par mois, plus ou moins, je ferai donc des FAQ comme ça où je répondrai à vos questions. Et du coup, comme ça, d'un autre côté, ça me permettra pendant les lives de répondre plutôt en direct aux gens qui sont sur le live et, voilà, et de séparer donc ces méthodes de réponse à vos questions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, cette vidéo là, c'est peut-être pas la peine de la partager parce que c'était juste des réponses pour vous. Donc voilà, si vous avez vu les réponses, c'est bon. Par contre, si ça vous plaît, que vous voulez que je continue que je puisse continuer de prendre le temps de répondre à vos questions, elle est mieux comme ça cette phrase, vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee. Comme ça, moi, ça me permet de prendre le temps de faire des vidéos, tout ça. Et voilà. Et comme d'habitude, un grand, énorme merci à vous tous là qui le faites déjà. Merci beaucoup, c'est génial, c'est énorme ce que je peux faire grâce à vous. Et puis ça me plaît, donc je vais continuer à le faire de toute façon. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!